La nuit sur Moscou était dense, presque immobile. Une tension invisible flottait dans l'air, comme si la ville elle-même pressentait que quelque chose était sur le point de se briser. Il était 2h17 du matin, lorsqu'un rugissement métallique fit trembler le ciel. Les premiers éclairs traversèrent l'horizon. Ce n'était pas une attaque ukrainienne. C'était un mouvement russe. Depuis les abords de la rivière Moskova, des batteries BM-21 Grad ouvrirent le feu. Les missiles KH-31 jaillirent, traçant des lignes de feu dans le firmament, accompagnés par le son sec de 2 chasseurs Su-35 qui déchiraient l'obscurité. Le Kremlin avait ordonné une manœuvre préventive. Selon les transmissions interceptées, l'objectif était de neutraliser d'éventuels systèmes de renseignement ukrainiens opérant en périphérie. Ce que la Russie ignorait, c'est que le contre-attaque qu'elle redoutait tant était déjà en cours. À 2h25, le ciel se déchira à nouveau. 3 groupes distincts de drones, identifiés plus tard comme des modèles Bober, ERI et UJ-22, firent irruption dans l'espace aérien de la capitale. Ils volaient si bas qu'ils glissaient à moins de 100 mètres du sol, profitant de l'ombre des bâtiments pour échapper au radar. Ce n'étaient pas de simples appareils de surveillance. Ils faisaient partie d'une opération minutieusement orchestrée pour atteindre un seul objectif, le cœur technologique de Moscou, le complexe IQ Quarter, estimé à plus de 1500 millions de dollars. Chaque unité avait une mission différente. Certains drones brouillaient les communications, d'autres cartographiaient les positions ennemies, tandis qu'un 3e groupe transmettait des données en temps réel aux opérateurs qui coordonnaient l'offensive depuis un point inconnu à l'ouest de l'Ukraine. À cet instant, sous terre, une seconde offensive avait commencé. De petits robots de reconnaissance avançaient à travers des tunnels et des systèmes de ventilation, déployant de minuscules capteurs contre les colonnes du bâtiment et ses murs de verre. Ces dispositifs créaient une carte tridimensionnelle, révélant les positions exactes des forces russes. Tout se faisait en silence, sans tir, sans alarme. À 2h40, les Russes réagirent. Ils activèrent leur système de guerre électronique Kruza 4, une bête technologique capable d'inonder le spectre d'interférence. Pendant quelques secondes, les communications ukrainiennes s'éteignirent comme une flamme sous le vent. Cependant, ce qui semblait un succès était en réalité une partie du plan. Les drones étaient programmés pour agir sans connexion. Ils ajustèrent à leur fréquence, virèrent avec une précision chirurgicale et continuèrent leur progression. L'un d'eux s'approcha de la tour sud de l'IQ Quarter. Il vira légèrement, brisa un panneau de verre au 15e étage et explosa. L'explosion ouvrit une blessure verticale à l'intérieur du bâtiment, provoquant l'effondrement de plusieurs structures internes et coupant des lignes électriques critiques. C'était le signal. À 2h48, le ciel s'embrasa à nouveau. Depuis le sud-est, un groupe de chasseurs ukrainiens, MiG-29, pénétra dans la zone de combat. Ils volaient à plus de 9000 mètres d'altitude et libéraient de petites capsules électroniques, générant de faux échos sur les radars russes. De ce rideau de confusion, émergèrent des missiles de croisière Scalp AG, qui descendirent en rasant les toits de Moscou. Leur cible, des antennes de communication, des liaisons satellites et des nœuds cryptés sur les toits des bâtiments voisins. En moins de 30 secondes, une série d'explosions éteignit les principaux canaux de liaison russes dans le centre financier. Pendant ce temps, des hélicoptères ukrainiens Mi-24 glissaient au ras de la rivière. Leurs hélices fendaient l'air en silence, dissimulés par la brume et la lumière grise de l'aube qui n'avait pas encore pointé. À bord, les pilotes recevaient des données précises des drones en orbite au-dessus de Moscou. En quelques secondes, ils verrouillèrent leur cible, des véhicules blindés BMP-3 stationnés près de l'autoroute Kutuzovski Prospect. Une salve de roquettes guidées frappa directement, détruisant les blindés et brisant les lignes défensives russes. Un message filtré à la presse ukrainienne révéla ce que le commandant Oleksandr Reznikov aurait transmis à ses troupes avant l'assaut. Aujourd'hui,
Nous ne franchissons pas une frontière, nous la déplaçons. Si Moscou pensait être en sécurité, elle apprendra que le ciel peut aussi devenir un ennemi. Avec les cieux dégagés, une batterie ukrainienne S-300, cachée dans les faubourgs du sud, activa ses radars. 2 chasseurs russes, Su-35, apparurent sur son écran. En quelques secondes, 2 missiles solaires furent tirés. L'un des Su-35 parvint à s'échapper grâce à une manœuvre évasive, l'autre fut touché. L'éclat de son explosion illumina l'horizon. En à peine 5 minutes, les Ukrainiens avaient ouvert un couloir aérien sécurisé vers le cœur de Moscou. Les défenses électroniques russes étaient la fracturée. C'était l'opportunité. À 3h05, l'offensive terrestre commença. Parmi la fumée et les débris du bâtiment, des équipes d'infanterie ukrainiennes avancèrent, armées de fusils courts et de gilets légers. À 3 pâtés de maison de là, des chars T-72M, un assurait un appui. Chaque tir était guidé par des coordonnées transmises depuis les airs. Un opérateur ukrainien décrivit l'avancée ainsi. Ce n'était pas une bataille, c'était une chirurgie. Chaque pas était prévu, chaque coin avait un œil invisible qui nous attendait. Les soldats ukrainiens utilisèrent de petits drones de la taille d'une boîte à chaussures qui volaient à devant eux, inspectant les pièces et les escaliers. Les images thermiques révélaient les défenseurs russes cachés derrière les murs. Grâce à ces informations, les unités d'assaut planifiaient chaque entrée. Le résultat était dévastateur. Les défenses russes tombaient une à une avant même de pouvoir tirer. L'avancée était méthodique, presque clinique. Étage par étage, les combattants dégagèrent les bureaux, les entrepôts et les zones de maintenance. À plusieurs niveaux, des tourelles automatiques russes ouvrirent le feu, mais elles furent détruites avec une précision chirurgicale par des tirs guidés depuis les drones. Au lever du jour, les troupes ukrainiennes contrôlèrent les 5 premiers étages. Des dizaines de soldats russes s'étaient rendus. D'autres s'enfuyaient vers les étages supérieurs. La brèche initiale s'était transformée en une forteresse improvisée sous contrôle ukrainien. Le ministère de la Défense russe publia un communiqué bref et tendu. L'ennemi a violé la souveraineté de la Fédération, mais les forces armées agissent pour rétablir le contrôle. La situation est maîtrisée. Personne n'y crut. Peu après, à 4h15, des hélicoptères K-52 décollèrent d'une base située à 40 km à l'ouest de Moscou. Leur mission, reprendre le contrôle numérique de la zone et détruire les nœuds de commandement ukrainiens. Ils volaient à moins de 50 mètres du sol, dissimulés entre les bâtiments et la fumée. En arrivant, ils lancèrent des missiles Vickers 1 et des roquettes S-8 vers les coordonnées où se trouvaient prétendument les centres de contrôle des drones ennemis. Mais l'Ukraine avait anticipé ce mouvement. Au lieu d'un unique centre de commandement, elle opérait avec un réseau distribué de transmetteurs mobiles, dont la plupart étaient des leurs. Les hélicoptères attaquèrent des structures vides, croyant avoir neutralisé leur ennemi. Un analyste de l'Institut de stratégie militaire de Kiev expliqua dans une émission nocturne. Le tour de force n'était pas seulement technologique, mais aussi psychologique. La Russie a attaqué ce qu'elle pensait voir, et elle a vu exactement ce que nous voulions qu'elle voie. Lors d'un passage, l'un des K-52 monta de quelques mètres au-dessus de la limite de sécurité. Ce simple mouvement suffit pour que son signal soit détecté par le radar du S-300. Un missile fut lancé. L'hélicoptère disparut dans une sphère de feu. Le reste de l'escadron se replia. Avec le ciel dégagé, la phase finale commença. Il était 5h30 lorsque les équipes ukrainiennes, solidement installées à la base du bâtiment, déployèrent des robots de combat compacts. Ils se déplaçaient comme des ombres dans les conduits et les couloirs, équipés de charges à impulsion électromagnétique qui neutralisaient les caméras et les capteurs. Les systèmes internes de l'IQ Quarter s'éteignaient un à un, jusqu'à ce que le silence devienne absolu. Les derniers combattants russes s'étaient retranchés sur le toit, opérant des tourelles automatiques contrôlées à distance. Au lieu d'une offensive directe, les Ukrainiens libérèrent 2 robots grimpeurs équipés d'explosifs à effet directionnel. Ils escaladèrent sans être détectés et, sur le signal d'un drone orbitant au-dessus du bâtiment, détonèrent simultanément. Une partie du toit s'effondra, rendant les tourelles inopérantes et dégageant la voie finale. Phase de l'opération Brouillard d'acier.
1. Pénétration aérienne par des essaims de drones à basse altitude. 2e, désactivation électronique du périmètre russe. 3e, brèche structurelle par une détonation contrôlée. 4e, entrée terrestre coordonnée avec un appui blindé. 5e, neutralisation des cibles internes par des micro-drones de reconnaissance. 6. Désinformation et sabotage numérique des réponses russes. 7e, prise complète et consolidation de la position. Le dernier affrontement eut lieu dans les tunnels de maintenance reliant l'IQ Quarter à une tour adjacente. Un groupe de soldats russes tenta de s'échapper, mais tomba dans une embuscade de drones FPV prépositionnés. En moins d'1 minute, tout était terminé. À 6 heures précises, le son le plus étrange de la journée résonna dans la ville. Des haut-parleurs montés sur des drones commencèrent à diffuser en russe. « Déposez vos armes, le complexe est sécurisé. Personne d'autre ne doit mourir ce matin. » Ainsi s'acheva la bataille. En moins de 10 heures, l'Ukraine avait exécuté une opération multidomaine sans précédent, prenant le contrôle d'un nœud financier et de commandement vital pour Moscou. Le ministère de la Défense ukrainien publia une déclaration qui résonna à travers toute l'Europe. L'ennemi n'est pas la population russe, mais le système qui la maintient dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous avons démontré que ni les murs de verre ni les tours d'acier ne sont invulnérables. L'impact politique fut immédiat. Les médias internationaux parlèrent du « jour où le ciel de Moscou s'est brisé ». Si. Conséquences immédiates relevées par les observateurs internationaux. Paralysie des réseaux de communication interne du Kremlin pendant 4 heures. Déconnexion totale du système financier des paiements d'État. Détournement des vols et fermeture temporaire de 3 aéroports. Perte confirmée d'un chasseur Su-35 et d'un hélicoptère Ka-52. Capture de plus de 40 soldats russes à l'intérieur du complexe. Lorsque le soleil perça enfin les nuages de fumée, un drapeau bleu et jaune flottait sur les décombres de l'IQ Quarter. Ce symbole n'était pas seulement une victoire militaire, mais aussi un avertissement. Lors d'une conférence à Kiev, le président Volodymyr Zelensky s'exprima d'une voix froide mais ferme. La Russie a porté la guerre dans nos foyers. Aujourd'hui, la guerre a atteint le leur. Nous ne célébrons pas la destruction, nous célébrons la liberté. Et chaque heure qui passe, ils comprendront que cette liberté ne s'arrête pas. Les analystes militaires s'accordaient à dire que l'attaque n'était pas seulement un coup tactique, mais une démonstration de la manière dont les guerres modernes se mènent dans de multiples domaines. L'air, le cyberespace, le sous-sol et l'information. Aucun front n'est défini par la géographie, mais par l'accès numérique. Les canaux de communication russes restèrent silencieux pendant des heures. Puis, une voix du porte-parole du Kremlin tenta de minimiser l'événement, affirmant que les dégâts étaient limités et les forces de sécurité maintiennent un contrôle total. Cependant, des images filtrées montraient des colonnes de fumée s'élevant encore au-dessus du quartier financier. Un colonel retraité de l'armée russe, interviewé anonymement par la presse, déclara « Si l'Ukraine a réussi cela en une seule nuit, il n'y a plus d'endroit sûr. La guerre n'est plus à l'extérieur, elle est à l'intérieur. » L'écho de ces paroles se répandit sur les réseaux. L'attaque contre l'IQ Quarter n'avait pas seulement détruit un bâtiment, elle avait ébranlé la perception de sécurité au sein même de la capitale russe. Moscou, la ville qui, pendant des décennies, se croyait intouchable, avait ressenti le coup direct d'une stratégie combinant intelligence artificielle, subterfuge tactique et précision chirurgicale. Les experts occidentaux commencèrent à parler d'une nouvelle ère dans la guerre urbaine, où les drones, les algorithmes et les robots d'assaut redéfinissent la notion d'invasion. La bataille pour l'IQ Quarter serait considérée comme l'exemple le plus audacieux de guerre asymétrique moderne. À mesure que la matinée avançait, les caméras satellitaires confirmaient ce qui était déjà évident. Le complexe de 1500 millions de dollars était sous contrôle ukrainien. Le drapeau flottait toujours, intact, au-dessus des ruines d'acier. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'opération « Brouillard d'acier » n'avait pas seulement frappé une cible stratégique, elle avait changé la narration mondiale du conflit. Une seule question flottait dans l'esprit des commandements russes. Y a-t-il encore un endroit sûr lorsque l'ennemi peut arriver sans bruit, sans frontières et sans avertissement? Merci d'avoir apprécié la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis l'Europe d'acier. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là,